Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye plaide pour le dialogue en temps de paix, pour éloigner le Sénégal des spectres de la tension, favoriser les dynamiques consensuelles. Le chef de l'État a réaffirmé ce matin à l'ouverture des assises sur la réforme et la modernisation de la justice ses fortes convictions pour consolider la démocratie et la stabilité de la nation. Nous reviendrons sur les différents moments avec les commissions réforme et modernisation. Et puis, le président de la République a reçu des hôtes assez particuliers ce matin. Les enfants de l'Institut préscolaire, les papillons blancs de Thiès. En pédagogue, Bassirou Diomaye Diakhar Faye insiste sur la qualité des valeurs et connaissances à transmettre aux générations futures. African Lion 2024 a l'audit des manœuvres militaires entre les forces armées sénégalaises, américaines et hollandaises. 800 soldats pour renforcer les capacités communes de défense pour contrer les menaces internationales et les organisations extrémistes violentes. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a lancé ce matin les travaux du dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice. Dans une démarche inclusive, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye appelle à un débat lucide et serein pour identifier les forces et faiblesses de notre système judiciaire en vue de rechercher ensemble les solutions. La synthèse de Omar Nying. Le DISO ou dialogue inclusif. Au-delà d'une tradition, l'exercice est adossé à la marche de la démocratie. Dans le cadrage qui ouvre la cérémonie, le chef de l'État rappelle le sens de sa démarche. En accord avec l'esprit de mon discours d'investiture, de mon message à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance et de mes orientations au Conseil des ministres du 9 avril, je réitère aujourd'hui la priorité élevée que j'accorde à la concertation comme mode de gouvernance des affaires publiques. Je demeure en effet convaincu que la vertu préventive du dialogue en temps de paix éloigne les spectres de la tension et favorise les dynamiques consensuelles, consolidant ainsi notre démocratie et assurant la stabilité indispensable au développement économique et social dans l'intérêt supérieur de la nation. Dialoguer en temps de paix, en partageant la part d'humanité qui existe en chacun de nous, est un examen à l'aune duquel une nation mesure sa grandeur. Tout est dans la crise que traverse la justice. Une image pas reluisante qui a conduit à l'initiative du président de la République Bassirou Diomaye Faye. Le Sénégal peut s'enorgueillir d'avoir un système juridique et judiciaire éprouvé et de solides institutions. Cependant, force est de constater que ces dernières années, des critiques sont brandies régulièrement sur le fonctionnement de notre justice, remettant en cause son indépendance, son impartialité et son efficacité. La perception des citoyens est donc contraire à leurs attentes. Elle n'est pas bonne. Il faut l'améliorer. Au demeurant, je rappelle déjà qu'en avril 2018, le besoin de modernisation de la justice avait fait l'objet d'un rapport d'un comité de concertation mis en place par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. 6 années après ces concertations et après avoir été traversées par de violentes secousses, force est de reconnaître que notre système judiciaire a besoin d'une profonde refondation, que seule une approche inclusive permettra de réussir. Œuvre collective, démarche participative et exercice de co-construction. Voilà le triptyque qui doit guider notre action. Sous ce rapport, je voudrais particulièrement insister sur le fait que nous n'ouvrons donc pas ici un procès en inquisition pour désigner un ou des coupables à jeter aux orties. Il est plutôt question de tenir un débat lucide et serein, posé et apaisé, pour ausculter notre système judiciaire
identifier ses forces et faiblesses et rechercher ensemble les solutions aptes à refonder son fonctionnement et à améliorer ses performances. Je ne reviendrai pas ici sur les principes fondamentaux de la justice dans un état de droit, sinon pour en rappeler la quintessence, à savoir la séparation des pouvoirs, l'indépendance, l'impartialité et l'intime conviction du juge, l'égalité de tous devant la loi, la présomption d'innocence, le principe du contradictoire, le droit à un procès équitable et l'habeas corpus, bouclier contre les arrestations et détentions arbitraires. Une amélioration des conditions dans lesquelles la justice est rendue. L'objectif du président Bassirou Diomaye Faye est d'arriver à une bonne marche du service public de la justice en vue d'une meilleure prise en charge des problèmes qui seront répertoriés durant ces assises. La journée du dialogue national s'inscrit dans nos vieilles traditions socio-culturelles de dissot que nous perpétuons au sein de nos familles et de nos communautés. Propos du chef de l'État, fidèle à cet héritage, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a tenu à maintenir dans le calendrier républicain la date symbolique du 28 mai. Toutes les dispositions et les aspects relatifs à la réforme et à la modernisation de notre système judiciaire seront abordés. On diagnostic sans complaisance de la justice qui aboutira sans doute à des recommandations à Aboubakry Kane. À travers ces assises, il est surtout question d'interroger notre système judiciaire en revisitant ses règles et mécanismes. L'objectif principal étant de le perfectionner et de le hisser à la hauteur de nos ambitions et des aspirations de notre peuple. La finalité de cet exercice est d'aider à baliser la voie pour une réforme pragmatique de notre système judiciaire afin qu'il inspire davantage confiance aux justiciables et préserve sa dignité. Pour ce faire, nous devons travailler à mettre en place un système plus transparent de gestion de la carrière des magistrats, à définir un régime de privation de liberté mieux encadré, à aménager un dispositif législatif et institutionnel de nature à favoriser la célérité dans le traitement des procédures judiciaires et à humaniser l'univers carcéral, à instituer des plateformes dématérialisées et fonctionnelles et améliorer le fonctionnement du système par l'allocation de moyens budgétaires suffisants et la poursuite du programme de construction et de réhabilitation des infrastructures. S'il est vrai que le pénal polarise plus l'attention collective, il ne faut pour autant pas se limiter à ce volet. Et le président Bassirou Diomaye Faye de rappeler que pour bâtir l'état de droit que nous voulons, la réforme et la modernisation du système judiciaire doivent prendre en compte tous les aspects. Nous ne devons pas oublier les affaires civiles, dont la matière commerciale constitue une composante majeure, le droit du travail et le contentieux administratif, autant de domaines dont la prise en charge conditionne le fonctionnement de la justice. Aucun sujet ne devrait être laissé en rade, et pour redorer le blason de la justice, lui redonner le prix qu'elle mérite et la réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue, le chef de l'État souhaite inscrire ces échanges dans une démarche pragmatique. Un vaste chantier qui nécessite un dialogue franc et inclusif. L'esprit de ces assises, c'est de dégager une vision d'avenir partagée pour une justice plus efficace, plus indépendante et plus accessible en identifiant les pistes de réforme et de modernisation nécessaires. Gardons-nous de vouloir bâtir une république des juges qui remettrait en cause le principe cardinal de la démocratie, à savoir le gouvernement du peuple, par et pour le peuple, en vertu duquel les élus restent les dépositaires légitimes du pouvoir étatique. Je suis confiant que nous pouvons y parvenir par une concertation sereine, ouverte et apaisée. Les thématiques qui seront débattues incluent le statut des magistrats, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, la dématérialisation du service public de la justice,
la justice et le numérique, le temps du procès pénal, le régime de la sanction pénale, le cadre juridique et institutionnel de l'administration pénitentiaire, les conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale des détenus, le régime de la privation de liberté et la prise en charge des enfants en danger ou en conflit avec la loi. À présent, la partie consacrée aux réactions. Les différents acteurs souhaitent que la justice soit caractérisée par une totale impartialité. Suivons au micro de Ibrahim Anog. Je viens avec un préjugé favorable. Préjugé favorable en ce sens qu'en convoquant des assises pour échanger sur la réforme de la justice, les autorités vont certainement prêter une oreille attentive au dire d'experts d'abord. Parce que la justice, quel que soit le ressenti des citoyens, est une affaire d'experts. Et la sphère est très ouverte. Elle commence d'abord par le législateur. Et je vous donne un exemple. On attaque toujours le procureur. Mais le procureur, en fait, son pouvoir est organisé par la loi. Donc, c'est la loi qu'il faut commencer à mettre sur la table et à réviser. Le Forum civil s'est toujours battu et va continuer à se battre pour qu'il y ait une modernisation effective de la justice, mais également qu'on puisse enclencher des réformes au niveau de la justice. Des réformes par rapport à son organisation, des réformes par rapport à son fonctionnement, des réformes par rapport à la distribution du service public de la justice. Le Forum civil a toujours demandé, au-delà des questions qui sont liées au Conseil supérieur de la magistrature, des questions qui sont liées au statut du magistrat, nous avons toujours plaidé pour que la justice soit accessible aux citoyens. C'est une rencontre importante parce que le président de la République, comme il l'a dit dans son discours, c'est un dialogue autour de la réforme de la modernisation de la justice. Et comme il l'a si bien dit, c'est de mettre au centre donc, des discussions la République et le pays, les citoyens. Donc faire en sorte que renforcer ce qui est possible d'être renforcé, réformer ce qui ne va pas, corriger ce qui ne va pas, mais faire en sorte que la justice soit surtout, n'est-ce pas, à la disposition du citoyen. Le président de la République était venu pour réaffirmer une volonté qu'il avait déjà exprimée le 2 avril, qui consistait dans son allocution à tout faire pour redorer le blason de la justice. Donc aujourd'hui, quand je regarde la composante de ces assises et la volonté qui est exprimée, nous avons 1000 raisons d'espérer que les réflexions qui sortiront, les conclusions, seront appliquées. L'appréciation que les gens font de la justice est assez disparate. Tout le monde n'a pas la même appréciation. Mais l'appréciation globale est qu'il y a un malaise entre le justiciable et la justice. Donc ça, c'est un constat général. Mais donc, à l'épreuve maintenant de ce que nous vivons quotidiennement de la justice, il y a beaucoup de choses que les gens, beaucoup de récriminations, notamment les conditions de détention, les conditions d'appréhension des individus et la justice telle qu'elle est rendue et l'ambiance globale. Alors, donc, ce qui fait donc que de quelque côté que l'on se soit, on a des récriminations ou bien des satisfactions par rapport à la justice. Il est bon dans la marche d'une profession que cette profession s'arrête de temps en temps, que ce soit nous les journalistes, la magistrature et tous les travailleurs de la justice, pour faire le point sur le travail que cette profession-là est en train de faire et se projeter pour l'avenir. Et comme l'a dit le président Diomaye Faye, ce n'est pas un procès contre un peu la magistrature et tous les travailleurs de la justice. C'est juste que, comme la justice est rendue au nom du peuple, il est bon que ce peuple-là ait son mot à dire. Et nous, par exemple, en tant que professionnels des médias, nous avons été victimes dans le passé des dysfonctionnements de la justice. Parce que vous voyez un organe comme le CORED que nous avons tous mis ensemble de manière collégiale, qui est là pour gérer les affaires qui concernent les professionnels des médias en toute responsabilité. Donc, il est saugrenu, par exemple, que des journalistes continuent à être attraits devant les cours des tribunaux. Et ça, nous avons eu à le dire à l'ancien ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, qui était d'accord et qui avait pris l'engagement que désormais, le gouvernement ne va plus donc
porter les affaires qui concernent les professionnels des médias devant les cours et tribunaux de droit commun, mais devant le Coran. D'autres réactions avec Ibrahim Ondong sur ces assises nationales de la justice. Plusieurs acteurs saluent l'initiative et plaident pour l'indépendance du troisième pouvoir. Les différentes commissions vont se pencher sur les propositions qui seront faites. Justice de proximité. Justice au banc des accusés. Lavage à cran d'eau au temple de Thémis. Dans cette salle, toute la réflexion s'articule autour de Dame Justice. L'objectif est de toucher en profondeur le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Un troisième pouvoir, source de nombreuses critiques, une véritable rupture de confiance entre les juges et les justiciables. Reprenant un grand auteur, François Daguessou, qui disait dans une de ses mercuriales parlant aux magistrats, je cite, « Élevé au-dessus des hommes qui environnent votre tribunal, vous n'en êtes pas moins exposés. Vous jugez leurs différends, ils jugent votre justice. » Justement, c'est aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est cette justice-là qui est en train d'être jugée. Ce qui veut dire que la justice est mise à de rudes épreuves, d'où la nécessité de tout faire pour redorer son blason. Nous avons tous intérêt à travailler pour que cette justice soit une justice indépendante, une justice impartiale. L'indépendance de la justice se traduit par sa position d'être à l'abri de toute pression, de tout parti pris. Bon, globalement, une justice qui marche très bien, avec des hommes qui l'incarnent, avec des valeurs, dans la dignité, même si par ailleurs il y a eu beaucoup de difficultés. Des difficultés en termes de ressources humaines, des difficultés en termes de ressources financières. C'est peut-être ça qui grève un peu le bon fonctionnement de la justice. Quand on voit les termes de référence, on a mis la part belle à la justice pénale. C'est pas que la justice pénale, c'est vrai que c'est la justice qui crée beaucoup de difficultés et beaucoup de controverses. Mais la justice aussi, c'est la justice commerciale qui a un impact économique évident dans la marche du pays. Il faut donc mettre le doigt là où il fait mal et trouver des solutions pour l'indépendance du pouvoir judiciaire. Toute la nation, dans ces segments différents, se retrouve pour discuter des pas importants qui vont renforcer les fondements de cette justice que tout le monde voudrait indépendante. Les anciens détenus ont beaucoup de choses à dire sur justement les longues attentes avant procès. Vous avez des gens qui, sur des délits mineurs, passent des années en prison. Tout ça, on doit y remédier. Et que la justice, surtout, ne soit plus, je crois fondamentalement, c'est cela, un instrument politique pour régler des comptes politiques. Parmi les propositions retenues par les différents acteurs, figure en pole position le Conseil supérieur de la magistrature, les longues détentions, le désengorgement des prisons, entre autres. Faire en sorte que les prisons puissent être désengorgées. Faire en sorte que tous ces Sénégalais qui sont en détention provisoire pendant 4-5 ans sans pouvoir être jugés, aménager d'abord des peines alternatives pour désengorger les prisons, mais au-delà de ça, faire en sorte que le service public de justice puisse être assuré par une diversité de compétences assez fournies. Ce qui permettra d'accélérer les procédures et de juger au plus vite les citoyens. À ce rendez-vous national consacré aux assises de la justice, la présence des forces vives de la nation. C'est l'objectif, aboutir à des travaux féconds. Les différentes commissions vont devoir travailler sur plusieurs questions. Le Conseil supérieur de la magistrature, le statut des magistrats, les différentes peines et détentions, le code de l'enfant, ce sont là quelques sujets qui feront l'objet d'un diagnostic dans la commission de la modernisation de la justice. Les différents acteurs ont 4 jours pour déposer un rapport sur ces problématiques qui se posent et proposer des pistes de solutions. Anaïs Nyamane a assisté à la première journée des travaux. Voici son compte rendu. Dans le but d'examiner en profondeur les forces et faiblesses du système judiciaire sénégalaise, ces participants se sont penchés sur 2 principaux thèmes, réforme et modernisation.
La commission modernisation de la justice regroupe en son sein plus d'une centaine d'acteurs. On peut citer entre autres la société civile, les magistrats, les corps de contrôle, la gendarmerie, l'administration pénitentiaire. Dans le souci de performance, mais surtout de ratisser large, elle a été scindée en 4 sous-groupes. Une commission de la modernisation de la justice. On a, disons, plusieurs points sur lesquels nous devons en débattre, à savoir, on peut parler déjà, je crois, du Conseil supérieur de la magistrature, on peut parler des lanceurs d'alerte, on peut parler du Code de l'enfant, on va parler du Code de l'enfant, on va parler des peines, on va parler aussi des détentions, des différentes peines. Et je crois que c'est tout un ensemble sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et nous allons donc faire 2 sous-groupes qu'on a déjà identifiés, mais on va en discuter pour avoir vraiment des précisions sur exactement quel va être le contenu de ces sous-groupes. Vous voyez, tous ces gens qui sont là, d'abord, ils sont très impliqués. Ce sont dans leur domaine des experts. Et je crois que, on travaille de façon consensuelle. Et j'ai bon espoir que nous pouvons arriver à de bons résultats. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, outils essentiels pour moderniser et éviter les lenteurs dans le traitement des dossiers. On ne peut qu'en être réconforté avec l'espoir que les conclusions pertinentes qui sortiront de ces assises feront l'objet d'application le plus rapidement possible. Parce que la justice est un des piliers, pour ne pas dire le seul, les plus importants de la cohésion sociale. Moderniser la justice d'abord du point de vue des nouvelles technologies de l'information. Il faut qu'il y ait des applications dans ce sens, d'autant plus que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Et c'est en modernisant la justice, avec l'utilisation bien sûr des outils modernes de développement, qu'il y aura plus de rapidité dans le traitement des dossiers. Le milieu carcéral et les procédures judiciaires, autant de points à revisiter durant ces assises. Comme vous le savez, le président l'avait déjà promis pour avoir été victime de cette injustice qui a prévalu et qui donne son sens aujourd'hui à ces assises. Il avait promis de mettre tout le monde à contribution, notamment les acteurs. Mais aussi, comme vous avez pu le constater, il y a énormément de membres du secteur informel. Et c'est ce qui donne cette dimension exceptionnelle à la justice. Ça veut dire que quand la justice est équitable, l'informel en profite. Quand la justice est équitable, les investisseurs sont beaucoup plus rassurés. Et ça crée un climat d'apaisement. Et lui, c'est ce qu'il a toujours souhaité. Je pense que l'histoire de cette détention préventive qui s'allonge, ça pose énormément de problèmes. D'abord, le surpeuplement des prisons. Mais ensuite, il y a la longue détention administrative qui devient une détention arbitraire. Je pense qu'il faut remédier à tout cela. Ces assises nationales, présidées par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, constituent un moment fort dans la vie de la nation. L'objectif est de redonner confiance au peuple sénégalais pour qui la justice est rendue, ce qui permettra à Dame Justice de reprendre sa place initiale. Nous reviendrons sur les autres aspects de la réforme et de la modernisation de la justice dans ce journal, avec notamment cette visite à les papillons blancs au palais de la République. Après l'ouverture du dialogue national, le chef de l'État a reçu les élèves de cette institution préscolaire. Avec eux, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est mis dans la peau d'un pédagogue pour leur transmettre un message d'espoir axé sur la connaissance et les valeurs. Aboubakri Kane. Bonjour. Plaisir de vous rencontrer là. Tu me ressembles. Comment tu t'appelles? Dans une atmosphère décontractée et conviviale, le président de la République est venu à la rencontre de jeunes écoliers en visite au Palais de la République. Les enfants de l'Institut préscolaire Les Papillons Blancs de Thiès, tout heureux de rencontrer le maître des lieux. C'est avec un grand plaisir et honneur que je me tiens devant vous pour vous exprimer notre profonde gratitude et de vous remercier également de nous avoir donné l'opportunité de visiter le palais présidentiel. Nous vous félicitons, Monsieur le Président, par la même occasion pour votre brillante élection à la magistrature suprême. Nous prions pour que Dieu vous accompagne dans votre noble mission.
Dans le prolongement de la journée du dialogue national, le chef de l'État met l'accent sur la nécessité d'une transmission constructive aux générations futures. De la joie de rencontrer ces êtres purs. Et c'est vrai que je viens de la journée du dialogue, mais c'est parce que nous sommes préoccupés par la qualité de la transmission. Et quand je dis transmission, c'est ce que nous devons léguer à ces enfants-là comme justice, comme système judiciaire, comme institution, comme stabilité, mais aussi comme confort économique et social, comme perspective d'insertion professionnelle et comme espérance continue de génération en génération. Au-delà de la promotion des valeurs de la République, au niveau le plus bas de l'école sénégalaise, le président Bassirou Diomaye Faye reste préoccupé par la transmission des valeurs de la paix, la stabilité et la cohésion nationale, mais surtout de la transparence dans la gestion. Quand nous les voyons ici, ça nous renforce dans cette préoccupation, dans cette obsession de la qualité de ce que nous devons transmettre aux générations qui viennent. Nous le leur devons. Nous le devons à nous-mêmes, nous le devons à nos enfants, nous le devons à ceux qui viendront même après ces générations-là. Nous le devons au Sénégal. Des moments inoubliables pour ces bouts de bois de Dieu. Vous avez déjà bien travaillé? Oui. C'est sûr pour tout le monde? Oui. Allez, venez, on va prendre la photo. À ces enfants qui incarnent le futur, de cultiver l'esprit d'un Sénégal juste, souverain et prospère. Nous restons dans l'actualité de ce mardi 28 mai, le dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice avec justement cet aspect, la garde à vue, qui consiste à retenir le suspect dans les locaux de la police ou de la gendarmerie pour la poursuite d'une enquête judiciaire. C'est pour éviter que la personne suspectée n'échange avec des complices ou ne détruise des indices. Toutefois, les conditions de détention sont souvent décriées dans les prisons lors de ces gardes à vue. Louise Bitcha. Lorsqu'une personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale, elle peut faire l'objet d'une garde à vue. C'est pour permettre d'éviter notamment une disparition des éléments de preuve lorsque l'infraction est flagrante. C'est pour permettre également d'éviter qu'il y ait une collusion entre lui et d'éventuels témoins ou d'éventuelles personnes qui peuvent remettre en cause la crédibilité de l'enquête. C'est la raison pour laquelle cette personne est placée en position de garde à vue. Elle est de 48 heures renouvelable une seule fois, dans le cadre des infractions classiques. Toutefois, dans le cadre des infractions spéciales, la garde à vue peut doubler. En cas de terrorisme ou d'atteinte à la sûreté de l'État. Avant une éventuelle garde à vue, la personne se voit notifier les charges qui pèsent sur elle. Cette autorisation est sollicitée et accordée avant l'expiration du délai de garde à vue. Et elle ressort d'un écrit. Et la personne qui est garde à vue, on lui notifie les motifs de cette prorogation plutôt. Vous voyez un peu que c'est vraiment bien encadré. Au-delà du droit d'être assistée par un avocat, elle a le droit, dans le second délai de 24 heures, c'est-à-dire dans le déclenchement du délai de 48 heures, de voir également un médecin pour voir si elle souffre de choses quand même qui peuvent attenter à sa vie ou porter une certaine atteinte à sa santé. C'est pour dire qu'une personne même gardée à vue a aussi des droits. Dans le cadre de la délinquance des enfants, les mineurs ont un traitement spécial. Si c'est un mineur, ce mineur est isolé, il n'est pas enfermé dans une cellule. C'est pour ne pas porter atteinte davantage à leur stabilité psychologique. Parce qu'on est dans le cadre de l'enfance en danger. Depuis 2015, le règlement numéro 5 UEMOA permet à toute personne interpellée dans le cadre d'une affaire pénale d'être assistée d'un avocat afin d'éviter certains abus. Ces traitements inhumains, cruels et dégradants ne sont plus de mise lorsque l'avocat est là. Mais il peut arriver
dans le cadre des enquêtes pénales, qu'il y ait des choses qui ne sont pas du tout catholiques. Nous, magistrats, le procureur, en l'occurrence, c'est lui qui supervise tout ce qui se passe en matière d'enquête. Il est le directeur de la police judiciaire. Vous savez, il faut comprendre que quand la personne est gardée à vue, elle a des droits également. La personne gardée à vue a des droits. Mais le problème du Sénégal, c'est que les gens ne connaissent pas trop leurs droits. La personne en garde à vue dort souvent sur du béton, à même le sol de la cellule, sans matelas, sans oreiller et sans hygiène, avec seulement une couverture à disposition. C'est à déplorer, parce que nous, ce qu'on peut faire, c'est prendre une mesure privative de liberté. C'est exécuté dans un lieu déterminé, un commissariat ou une brigade. Mais les conditions dans lesquelles les gens y sont, je crois que c'est à l'État de faire un effort pour humaniser tout cela. C'est inhumain. Parfois, on évoque les moyens des officiers de police judiciaire, enfin, des commissariats. Et c'est pourquoi ces assises-là, on attend beaucoup de ces assises. On espère qu'à l'issue de ces travaux, que tous ces problèmes-là soient identifiés, que des solutions soient apportées, des correctifs soient apportés par-ci et par-là, pour que la justice soit rendue dans les meilleures conditions. À l'issue de la journée dédiée au dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice, les attentes sont énormes. Et puis, avant le jugement d'un présumé coupable, il y a l'étape du mandat de dépôt. Il s'agit d'un ordre donné par un juge adressé à un responsable de maison d'arrêt pour garder un détenu. C'est l'étape qui vient après le déferlement au parquet. Et là, je tire mon tramé. Lorsqu'un individu est interpellé dans le cadre d'une enquête, il passe par certaines étapes avant de se retrouver devant le juge. La garde à vue, le déferment au parquet, puis devant le juge d'instruction qui, si nécessaire, émet un mandat de dépôt. Un ordre que donne un magistrat instructeur, une juridiction pénale, à un chef d'établissement pénitentiaire pour lui dire, écoute, telle personne, je souhaiterais que tu le gardes. Ça peut être dans le cadre d'une instruction. Aujourd'hui, le magistrat instructeur n'a pas, en tout cas, assez de temps pour pouvoir faire les investigations, mais il existe suffisamment de charges. Il décerne ce qu'on appelle un mandat de dépôt. La personne est en détention préventive, le temps de lui permettre aujourd'hui de pouvoir faire les auditions nécessaires. L'individu placé sous mandat de dépôt n'est pas encore jugé. Il est placé sous l'autorité d'un responsable de maison d'arrêt jusqu'à la fin de l'instruction. Cette détention peut être longue, mais n'est pas illimitée. On ne peut pas détenir une personne ad vitam aeternam. Donc aujourd'hui, il existe une durée pour permettre aujourd'hui au magistrat instructeur de pouvoir auditionner la personne inculpée. Après, quand il finit de faire son travail, il donne ce qu'on appelle une décision de justice. À l'issue de l'instruction et selon les conclusions, le prévenu peut être soit condamné, soit relaxé, c'est-à-dire tout simplement libéré. Et puis, il y a ce constat. Les prisons sénégalaises refusent du monde. À ce jour, les établissements pénitentiaires reçoivent plus de 13 622 détenus. Le manque d'infrastructures, les longues détentions sont entre autres les phénomènes qui sont à l'origine. La construction de nouvelles infrastructures et l'utilisation des alternatives à l'incarcération sont demandées par les acteurs pour désengorger les prisons. Salut Sec. La surpopulation carcérale, une réalité au Sénégal. Avec une capacité d'accueil estimée à 9 050 détenus, les établissements pénitentiaires sont à 13 622 détenus à ce jour. Le constat, il est là, il faut l'accepter. Au Sénégal, nous avons une surpopulation carcérale qui a atteint les 175%. Il ne fait aucun doute. Et cette surpopulation carcérale est causée par l'absence de construction, de nouvelles constructions. Parce que depuis les indépendances, il faut reconnaître qu'au Sénégal, on n'a pas construit de nouvelles prisons. Il y a également le nombre considérable de placements sous mandat de dépôt, ce qui occasionne un taux élevé de détention provisoire. D'ailleurs, à la date du 31 décembre 2023, le taux de détention provisoire était de 58%. Cette situation est aggravée par d'autres phénomènes comme les longues détentions provisoires, les lenteurs dans les dossiers qui sont en instruction, une situation notée dans toutes les prisons. Récemment, on a été à Saint-Louis,
La prison de Saint-Louis comptait, au mois de notre visite, 771 détenus, alors que la capacité d'accueil de cet établissement pénitentiaire est seulement de 450. Passer de 450 à 771, vous faites presque le double. Parce que tout simplement, en ce moment, il y avait ce phénomène d'immigration. Saint-Louis étant un grand centre de départ, il y a eu beaucoup d'arrestations dans ce cadre-là. Bien que véritablement, on en avait beaucoup. On a été très surpris de trouver dans cette prison un nombre assez important également de mineurs. 52 mineurs en détention, alors que la prison doit être l'exception véritablement pour cette catégorie. Toutefois, des alternatives à l'incarcération et des modes d'aménagement de peine existent comme les bracelets électroniques. Nous avons assisté depuis sa mise en service, je pense en janvier 2023, la pose de 419 bracelets électroniques. Ça veut dire qu'au moins il y a un impact. Mais force est de reconnaître que cet impact aurait pu être beaucoup plus important si véritablement on avait augmenté ces poses de bracelets pour tous ceux qui sont éligibles. Ce surpeuplement des établissements pénitentiaires a des conséquences sur la prise en charge des détenus. Dans les prisons, d'énormes difficultés sont relatées. Nos prisons n'ont pas été préparées pour recevoir des personnes en détention. La plupart de nos lieux de garde à vue également n'étaient pas conçus au départ pour cela. C'est un ancien conseil rural qui abandonne ses bureaux qu'on transforme en brigade de gendarmerie, par exemple. On en a trouvé. C'est un ancien endroit où on gardait des cheveux qu'on transforme en prison. Le cas de Kaolack est là. Et ça fait véritablement beaucoup qui sont dans cette situation, qui aujourd'hui sont chargés de recevoir ces personnes. Donc en soi, l'infrastructure n'est pas, de manière générale, adaptée à recevoir des personnes privées de liberté. Toutes les commodités ne s'y retrouvent pas. Mais vous entrez dans ces prisons, le peu de commodités qu'on trouve se rend compte que véritablement les femmes sont restées à rade, alors que c'est une catégorie à besoins spécifiques. Pour trouver des solutions à la surpopulation carcérale, les établissements pénitentiaires doivent être renforcés. Il y a des mesures immédiates à prendre et d'autres qui seront peut-être à moyen et long terme. Les mesures immédiates que nous préconisons vont dans le sens un peu de l'application des mesures alternatives à la détention. Ça, c'est un premier élément. L'autre mesure également, il faut le reconnaître, c'est que depuis les indépendances, je l'ai dit, il n'y a pas eu de nouvelles constructions. Il faut qu'on aille vers la réalisation de nouveaux établissements pénitentiaires. Effectivement, dans le programme de modernisation des infrastructures judiciaires, il est prévu la construction de 9 établissements pénitentiaires. Je souhaite vivement que ces 9 établissements voient le jour. Le Sénégal doit se donner les moyens de construire des prisons. Et j'ai été véritablement meurtri d'apprendre que la prison de 2500 places, qui était en train d'être construite au niveau de Diamniadio, cette prison maintenant a été changée de destination pour être attribuée à la gendarmerie. Véritablement, il y a un appel à lancer, un cri de cœur. J'aimerais fortement que les nouvelles autorités nous entendent sur cela, de vivement qu'elles reviennent sur cette décision. À ces difficultés s'ajoute le manque de personnel. Le nombre de juges par habitant est faible au Sénégal. À ce sujet, l'État du Sénégal s'est donné les moyens de se doter de nouvelles prisons, cela pour garantir la dignité des détenus dans les lieux de privation de liberté. Voici à ce propos le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne, était l'invité du 20h hier. On peut y parvenir. Il s'agit juste d'une volonté politique et également que toutes les parties prenantes, c'est-à-dire toutes les personnes intéressées, à commencer par les gardes pénitentiaires, l'administration de la justice d'une façon générale, que justement chacune de ces parties joue sa partition. Et je ne pense pas qu'il y ait un déficit d'humanisme, mais il y a juste la volonté de mettre les gens dans les conditions d'exercer leur profession, leurs activités de façon optimale. Il est vrai que nous devons de construire des prisons. On ne peut pas se permettre d'envoyer les gens en prison si on n'a pas les moyens de les y accueillir avec un minimum de respect de la dignité humaine. Et je sais que dans le cadre
des missions qui me sont assignées et après avoir pris connaissance des moyens qui ont été mis à disposition par l'exécutif, nous avons effectivement les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire la construction de nouvelles prisons. Je rappelle qu'il y en a 37 pour l'instant au Sénégal. Il y en a 37, on pourrait les améliorer dans un sens beaucoup plus conforme effectivement à la préservation de cette dignité humaine et qui, à mes yeux, constitue évidemment un impératif. Parce que, vous savez, la prison, tout le monde, absolument tout le monde, je dis bien tout le monde, est susceptible d'atterrir en prison. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a fait la prison, si on se fonde sur le principe de la présomption d'innocence, dès lors, il y a beaucoup de gens qui entrent en prison, qui se font emprisonner, qui sont placés sous mandat de dépôt et qui, à l'issue d'un procès équitable, sont reconnus innocents. Et ce n'est pas parce que ces gens auront fait la prison, justement, qu'ils doivent subir, évidemment, des conditions de détention extrêmement indignes. Je crois qu'un État moderne, qui se veut protecteur des libertés individuelles, se doit de faire des conditions de détention un impératif catégorique de son action. Les collecteurs a lancé il y a quelques années un programme de 250 milliards pour la modernisation de l'administration judiciaire et la construction de lieux de détention. Quel dispositif réglementaire et législatif pour accompagner le secteur privé national? Le sujet était au cœur des débats du réseau parlementaire pour la promotion du secteur privé national. Il s'agit de mettre en place une instance sous-régionale pour harmoniser les textes afin de protéger les entreprises africaines face à la concurrence. Louise Bitza. 2 journées d'échanges et de discussions pour faciliter un cadre législatif et réglementaire aux entreprises locales. Nous comptons mettre un réseau sous-régional, c'est-à-dire le réseau des parlementaires pour la promotion du secteur privé africain, pour harmoniser les textes au niveau sous-régional, pour permettre aux entreprises africaines sous-régionales d'être protégées face à la concurrence. Parce que la concurrence internationale est très rude. L'entrée dans nos marchés des Indiens, vous avez vu des Turcs, d'autres des Français. Cette concurrence-là, nous ne sommes pas contre leur arrivée, mais nous souhaitons que nos entreprises portent ce secteur-là. La souveraineté économique, un plaidoyer porté par les parlementaires. Ça nous a permis de revisiter un peu les lois qui existent, de voir quelles sont les lois qui sont appliquées, ceux qui tardent à être appliquées. Mais l'essentiel aussi, c'est de revoir aussi qu'est-ce que l'État peut faire pour le secteur privé, parce qu'on voudrait avoir un secteur privé fort. Nous avons jugé utile d'accompagner les parlementaires pour qu'ils puissent avoir une jonction avec le secteur privé national. Vous savez, en termes de loi, de dispositifs réglementaires, il y a beaucoup de difficultés pour le secteur privé national. 14 recommandations à l'issue de cet atelier, des recommandations qui seront mises dans un cahier de doléances des parlementaires et remis au ministère de l'économie. Une dizaine d'entreprises néerlandaises en mission commerciale au Sénégal. Une visite pour identifier les opportunités commerciales concrètes et durables pour l'investissement bilatéral. Un programme dénommé justement Horticote est lancé par les Pays-Bas pour permettre à des pays comme le Sénégal de tirer profit de la capacité d'innovation des entreprises hollandaises. Salut Seika. Dans la salle, des responsables d'entreprises néerlandaises s'activant dans le secteur horticole. En séjour au pays de la Teranga, ils comptent identifier des opportunités commerciales permettant de stimuler l'investissement bilatéral. Ce sont des entreprises qui ont une expérience dans de différents subsecteurs horticoles, comme les semences, comme expertise de stockage dans les fruits et légumes par exemple, qui sont vraiment très intéressés de commencer à investir. Il y a aussi quelques-uns qui sont déjà ici sur place, qui ont déjà une expérience, mais qui veulent élargir cette expérience. On a 3 jours avec eux, avec les entreprises, donc on va faire ici quelques points sur comment investir au Sénégal.
Ensuite, on a une sorte de matchmaking avec des entreprises sénégalaises. Ils vont faire du speed dating pour vraiment connaître les défis, connaître les opportunités surtout. Ensuite, ils vont dans le terrain, donc ils vont explorer eux-mêmes. On n'a pas le temps d'être partout dans le pays, mais on essaie vraiment de montrer, de voir, de visiter des entreprises qui sont ici dans le secteur horticole. Pour améliorer durablement les investissements dans le secteur agricole, les Pays-Bas ont lancé le programme Horticode. À travers ce dispositif, ils comptent renforcer leur partenariat avec le Sénégal. On veut bien s'aligner aux stratégies, aux objectifs du gouvernement. On est là pour ça, on travaille pour ça et les entreprises ont montré leur volonté de faire cela. Il faut que cette mission porte vraiment une coopération durable, plus long terme. Donc on va pas laisser les entreprises partir après 3 jours et les laisser. On va les suivre et continuer à les inviter à vraiment s'installer, à vraiment coopérer, à s'engager ici au Sénégal. 4e partenaire commercial du Sénégal, les Pays-Bas jouent un rôle important sur le marché agricole mondial. En 2023, ces exportations sont estimées à plus de 123 milliards d'euros. Ainsi, les acteurs du secteur agricole sénégalais pourront profiter de l'expérience de ces géants du secteur agricole mondial. Dans le même temps, une délégation hollandaise a visité cet après-midi le marché d'intérêt national, déplacement qui entre dans le cadre de la coopération en perspective avec les Pays-Bas dans le secteur agricole d'Amsila. Cette délégation venue des Pays-Bas est composée de chefs d'entreprise évoluant dans le secteur de l'agriculture. Cet après-midi, elle a eu droit à une visite guidée au marché d'intérêt national. Les responsables de la structure ont conduit la délégation dans les différentes zones du marché avec des explications bien détaillées. Nous avons une infrastructure avec une sécurité très développée, tant sur le plan IT, mais aussi sur le volet hygiène, mais aussi sur la sécurité plutôt, je dirais, même publique. Donc ici, aujourd'hui, on se retrouve avec cette forte délégation composée du conseil vraiment en agriculture de l'ambassadeur. Nous ne pouvons qu'être vraiment, je dirais, rassurés pour les prochaines perspectives qui s'offrent à nous et les liens commerciaux qui pourront plutôt se développer entre ces deux pays pour un avenir beaucoup plus solide pour le monde de l'horticulture. Ce déplacement de la délégation hollandaise ouvre des perspectives de partenariat entre le Sénégal et les Pays-Bas dans le domaine de l'agriculture. Bientôt, des démarches seront entamées par les deux parties pour officialiser la coopération. J'ai compris que pour, par exemple, l'énergie, vous êtes en train de développer ou d'explorer les opportunités d'avoir l'énergie solaire, donc vraiment de moderniser la manière que vous travaillez ici, comment dire. Donc c'était très impressionnant. Encore une fois, je pense que ça offre beaucoup d'opportunités de collaboration avec les Pays-Bas et bien sûr avec d'autres pays aussi. Au Sénégal, 400 000 tonnes de fruits et légumes sont produits chaque année et seuls 300 000 sont consommés. Pour réduire les pertes post-récolte, l'État du Sénégal a mis en place le marché d'intérêt national pour mieux accompagner les producteurs locaux. FIARA 2024, l'heure est au bilan. Le comité d'organisation a fait face à la presse pour revenir sur les temps forts de ce grand rendez-vous de l'agriculture et des ressources animales qui s'est tenu du 4 au 26 mai. Lamine Fall, Abiboumaï. La FIARA 2024 s'est achevée ce 26 mai. Ce fut 3 semaines d'exposition et d'échanges féconds pour mettre en valeur le potentiel économique local. Un événement qui a battu des records de fréquentation et d'occupation, si l'on en croit son organisateur. Cette année, la FIARA a enregistré 1024 exposants, avec une moyenne de 1000 visiteurs par jour. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui témoignent du succès d'un événement de plus en plus attractif. Durant cette période, le savoir-faire africain mis à l'honneur par des exposants venus profiter de cette fenêtre de visibilité. C'est une véritable fierté nationale, la FIARA, parce que nous avons enregistré plusieurs participations. Le FIARA s'est organisé aussi en marge de cette FIARA 2024. Le FIARA s'est tenu du 14 au 18. On a vu la participation de plusieurs délégations, des Italiens, des Turcs,
des Français. Donc plusieurs pays étrangers ont eu à participer à cette première édition du Ciara parce que c'est ça qui manquait pour la Fiara. La Fiara, une vitrine des productions agricoles, animales et halieutiques. L'édition de cette année a vu le défilé des plus hautes personnalités du pays venues rehausser de leur présence ce moment d'opportunité. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui nous a parlé un peu de la Fiara parce que lui, il a plusieurs fois visité la Fiara. Du Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de la 24e édition de la Fiara. Une 24e édition qui s'est bien vendue dans un contexte d'affirmation d'une souveraineté alimentaire. Un changement de paradigme en matière économique qui pousse les organisateurs à se projeter déjà vers l'avenir. Je vous annonce aussi la tenue de la 25e édition de la Fiara 2025 qui se tiendra du 15 avril au 5 mai 2025. Le Ciara se tiendra aussi du 28 avril au 3 mai 2025. La Fiara est devenue au fil des années un rendez-vous incontournable d'échange et de commerce. Elle occupe une place de choix dans l'agenda d'exposition du Sénégal. Les différents temps forts de la Fiara que vous avez suivis sur la RTS, la radio-télévision sénégalaise, qui vient de signer ce mardi une convention de partenariat avec le PROCASEF, projet cadastre et sécurisation foncière. L'accord va permettre de sensibiliser les populations sur les enjeux du foncier à travers le réseau de la chaîne et de la radio nationale. Amadou Diallo. La RTS et le PROCASEF se lient ainsi à travers cette signature d'une convention de partenariat. Il s'agit d'une synergie d'action pour un foncier sécurisé en vue du développement de nos territoires. La RTS, c'est 5 chaînes de télévision et 17 stations de radio sur l'ensemble du territoire national. La radio-télévision nationale va ainsi mettre son vaste réseau à la disposition du PROCASEF pour une meilleure prise en charge de la question du foncier. C'est un moment important pour le projet parce que le projet PROCASEF travaille sur 138 communes cibles au niveau du territoire national pour aider les communes à une meilleure sécurisation foncière et à asseoir un cadastre national. Et qui dit donc parler des problèmes des questions foncières nécessite beaucoup de communication et beaucoup d'informations. Donc c'est tout à fait naturel que le PROCASEF soit là pour parfaire cette convention-là pour que la RTS l'appuie et l'aide dans sa communication, dans la diffusion de toutes les informations utiles vers les grandes masses, les populations. La RTS, fidèle à sa mission de service public, va accompagner le PROCASEF dans la vulgarisation de ses actions pour un foncier sécurisé. Et à travers cette convention, la RTS compte mettre tout son réseau pour permettre au PROCASEF d'avoir une certaine visibilité, de pouvoir communiquer comme il se doit avec toute la population sénégalaise. C'est pour cela que nous sommes tout heureux de les recevoir et puis de mettre à leur disposition toutes les équipes de la RTS pour qu'ils puissent réussir leur mission. La radio-télévision nationale se tient prête à collaborer avec les institutions publiques comme privées au nom de l'intérêt général. Je profite de l'occasion aussi pour lancer un appel à toutes les structures de l'État, toutes les structures qui ne dépendent même pas de l'État, que la RTS reste une maison de verre et ouvre sa porte à toutes les structures pour qu'ils puissent bénéficier de tous les moyens nécessaires pour avoir une certaine visibilité dans leurs actions. Et que nous avons une mission de service public. Et dans cette mission de service public, nous avons l'obligation, comme je le dis, d'accompagner le gouvernement. Mais pour accompagner quelqu'un, il faut savoir ce qu'il fait. Ça, c'est très important. Au niveau de la RTS, nous sommes en train de changer beaucoup de choses avec les événements sportifs qui s'annoncent pratiquement et puis d'autres activités que vous allez voir au niveau de la nouvelle grille de programme. La RTS et le PROCASEF ensemble pour un foncier sécurisé.
Le PROCASEF est un projet de sécurisation foncière en zone rurale et périurbaine de l'État du Sénégal. Il va permettre de renforcer la capacité du gouvernement par la mise en œuvre d'un cadastre à l'échelle nationale et d'accroître ainsi le nombre de parcelles enregistrées et formalisées dans 138 communes du pays. Et pour terminer ce reportage assez vibrant, quelques 800 militaires américains, hollandais et sénégalais ont pris part ce dimanche à une manœuvre militaire à balles réelles à Dodi, dans la région de Louga. Cela entre dans le cadre de African Lion 2024, un exercice militaire multinational organisé par le commandement des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique. L'opération permet de renforcer les capacités communes de défense des armées pour contrer les menaces internationales et les organisations extrémistes violentes. Ça a bien tonné sur le théâtre des opérations. Voici le reportage de Ousseynou Niass, Pape Sididja et Amadou Diallo. Le drone de reconnaissance de l'armée sénégalaise informe de la position d'un groupe ennemi. Le chef de la patrouille identifie la brèche et appelle à ouvrir le feu. Des mortiers de 81 mm des armées hollandaises et sénégalaises sont utilisés. Au même moment, des soldats américains et sénégalais échangent des tirs nourris contre les ennemis au sol. Un homme est touché, il s'agit d'un soldat américain. Les secouristes sénégalais se déploient le plus rapidement possible et le mettent hors de danger. Une fois stabilisé, il est transporté vers l'ambulance de l'armée hollandaise. À côté, le combat se poursuit. Les ennemis ont reçu du renfort par des blindés. Moment pour l'antichar Spike de l'armée hollandaise d'entrer en jeu. Son tir d'une haute précision est fatal pour les ennemis, qui sont ainsi complètement anéantis. Nous avons pu conduire durant cette première semaine des exercices de formation pour nos personnels d'état-major, pour leur permettre d'harmoniser leur technique de travail en état-major, de perfectionner leur technique également de procédures opérationnelles et de fusionner leurs procédures pour nous permettre de travailler ensemble sur le terrain. Et ensuite, pendant la même période, les troupes étaient engagés également dans des activités d'instruction, de l'instruction théorique et technique, mais également de l'instruction sur le terrain pour leur permettre donc de s'approprier et de revisiter les fondamentaux tactiques et techniques, mais également de tester toutes les capacités de tous nos systèmes de tir. L'exercice African Lion 2024, c'est au moins 900 soldats. Tous les moyens nécessaires ont été déployés pour son bon déroulement. Au total, c'est plus de 800 personnes qui ont été engagées ici et bénéficiant de tous les soutiens logistiques engagés également par les partenaires stratégiques. Vous avez pu vous apercevoir ici toutes les tentes qui sont ici engagées et le soutien également de toutes nos directions de service avec des contrats qui sont engagés avec la direction de l'intendance des armées pour la partie alimentation, l'eau, la nourriture, l'hébergement du personnel, le couchage et la direction du génie qui a engagé des moyens également tels que les groupes électrogènes pour la fourniture de l'énergie et également donc le service de santé qui est également déployé ici avec des équipes de santé et qui donne même des soins de santé aux populations locales ici gracieusement. Senegal is a great partner. We've had a long relationship with Senegal. Le Sénégal est un partenaire de taille des États-Unis, et ce depuis plus de 60 ans. Venir ici pour cet exercice a été un choix facile en raison du leadership régional du Sénégal. Son armée est très professionnelle. Nous avons des objectifs précis à atteindre qui vont nous donner des capacités de réaction dans la région. Nous avons plus de 500 soldats engagés dans cet exercice. Cela demande une très grande coordination et c'est une chaîne logistique très importante, ce qui nous permet d'atteindre nos objectifs tactiques. Nous sommes satisfaits du résultat et allons continuer l'exercice dans l'avenir. And so we're really pleased with the outcome. We look forward to continuing to grow the exercise in the future and we thank you for your support. African Lion 2024 est destiné à améliorer l'interopérabilité des pays partenaires. Le défi est de créer une coalition plus large, ce qui explique la présence à Dodi des observateurs de la Guinée-Bissau, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et de la Mauritanie.
Et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise.